matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je vous l'ai annoncé, je suis très heureuse de recevoir Charles Gave. Bonjour Charles Gave. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, financier, entrepreneur, fondateur de l'Institut des Libertés, fondateur de l'Université de l'Épargne. Comment se porte d'ailleurs cette Université de l'Épargne ? Ça marche assez bien. On est à peu près à 8000 étudiants. Étudiants. Oui. Oui, c'est vrai. Et ça marche assez bien. Et ils ont l'air très contents parce que on leur apprend à gérer la portefeuille, mais aussi on leur apprend des choses sur comment fonctionne l'économie, les marchés, la finance, etc. Donc, je suis encore une fois convaincu que ce dont les Français manquent, c'est d'éducation. Et dès que vous leur amenez un produit qui leur permet de mieux comprendre le monde, ils sont très intéressés. Moi, je vous l'ai dit, j'ai inscrit mon père, c'est l'un de vos étudiants, vous voyez. Donc, il n'y a pas d'âge pour étudier. C'est un petit étudiant. Il n'y a pas d'âge pour étudier. Il faut étudier à tous les âges. Si on cesse d'étudier, on cesse d'apprendre, et à ce moment-là, on meurt. Certainement. Surtout qu'il y a beaucoup à apprendre et à réapprendre justement dans le monde dans lequel nous sommes. Je rappelle aussi que vous êtes auteur de ce livre, Cessez de vous faire avoir, occupez-vous de votre épargne, aux éditions Pierre de Taillac. Alors, on a beaucoup de sujets, mais je voulais d'abord, juste puisqu'on l'a abordé, et vous avez été cité, Charles Gave, par nos deux invités, Laurent Huzon et Olivier Delamarche. Donc, quand même, tant qu'à faire, autant parler directement avec vous. Sur ce sujet des expatriés, on en parlait parce que le flux de l'expatriation est très important aujourd'hui. Dans une étude de 2024, 41% des Français interrogés partiraient pour avoir une meilleure qualité de vie. 28%, ça c'est chez Opinionway, partiraient à cause des taxes et du coût de la vie dans un autre pays. Et puis, on apprend surtout que 3 Français sur 10 ont déjà pensé à l'expatriation. On a aujourd'hui entre 2,5 et 3,5 millions de Français expatriés ou établis à l'étranger. On voit bien que c'est un phénomène qui se multiplie, on l'a rappelé tout à l'heure, avec les courbes. Charles Gave, comment vous voyez cette expatriation ? Comment vous la comprenez ? Est-ce qu'il faut, à votre avis, tenter de changer le pays de l'intérieur, ou par moment, il faut décider de partir parce que c'est plus possible ? Écoutez, moi, je suis parti en 1981, au moment où Mitterrand avait été élu, non pas parce que Mitterrand avait été élu, parce qu'il m'indifférait assez, mais parce qu'il avait mis des ministres communistes. Donc, comme ils avaient tué 100 millions de personnes, j'ai considéré qu'il n'était pas moral de vivre dans un pays où il y avait des ministres communistes. Donc, je suis parti, on n'avait pas un rond. Ma chère épouse et moi-même, on est partis pour Londres, tranquille. Oui, vous n'aviez pas un rond ? Pas un rond. Ah oui, donc il y a eu un Charles Gave sans un rond. Ah, tout à fait. C'est a duré la plus grosse partie de sa vie, d'ailleurs. Absolument, non. À quel moment vous avez commencé à avoir un rond ? À partir du moment où je suis parti à Londres. Ah oui, d'accord. Parce qu'à ce moment-là, j'ai eu la chance, il faut beaucoup mieux avoir de la chance que d'être intelligent dans la vie. Et j'ai eu la chance d'arriver avec Madame Thatcher, où l'Angleterre se redressait dans la City. C'était marrant comme tout, ça a duré 20 ans, ça a été un boom incroyable. Et quand la marée monte, si vous voulez, tous les bateaux montent. Oui. Et donc, je me suis retrouvé là. Et si vous voulez être spécialiste des marchés financiers et des libertés publiques, si j'ose dire, quand vous étiez français sous Mitterrand, c'est un peu comme être spécialiste du droit constitutionnel ou du droit des gens sous Staline, quoi. Ça sert pas à grand chose. Oui, tandis que dans la City, ça servait beaucoup. Et donc, j'ai cartonné à partir de ce moment-là, quoi. Donc, vous êtes expatrié et finalement, vous vous dites, c'est un choix qui est pertinent. C'est un choix qui est pertinent. Et là, je reviens à l'exemple de mon fils, si vous voulez, qui était un brillant sujet, qui avait fait des études aux États-Unis, qui avait fait son service militaire en France dans les chasseurs alpins. Il nous défendait contre les Suisses, qui étaient quand même très envahisseurs. Très envahisseurs. Les Suisses, ils passent leur temps à venir chez nous. C'est connu. C'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. Oui, d'ailleurs. c'est sûr. Donc, et il avait été embauché par BNP, il avait suivi le stage, il était 300-400, il était sorti premier, il lui avait dit, bien entendu, vous restez à Paris. Il avait dit, bien entendu, rien du tout. Vous me nommez à Singapour ou à Hong Kong, parce que si je reste en France, il va me rester 300 € à la fin du mois, une fois que j'aurai tout payé. Alors que si je vais à Singapour ou Hong Kong, il m'en restera 5000. Oui. Donc, si vous voulez, à un moment, quand vous avez 20-25 ans, vous sous-payez de façon grotesque. Mais surtout dans l'expatriation, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une nouvelle expatriation qui se passe, c'est quasiment toutes les promotions d'HEC, toutes les promotions de Polytechnique, etc., se barrent. Les seuls qui devraient se barrer, qui ne se barrent pas, c'est les promotions de Nénin, quoi. Mais cela, personne n'en veut. Mais à part ça, nos écoles sont très, très, très recherchées à l'extérieur. Quand j'ai vécu 10 ans à Hong Kong, après Londres, quand j'étais à Hong Kong, il y avait 5000 Français. Maintenant, il y en a 25 000. Il y a plus de Français à Hong Kong que d'Anglais. Ouais.
Pas que chinois, des Chinois, il y en a pas qui. Mais en même temps, est-ce qu'on peut changer, quand on a un pays dont les affaires tournent mal, comme c'est le cas en France, et on va revenir sur la dette, est-ce qu'on peut changer ce pays en étant à l'étranger ? Non, mais à ce moment-là, vous avez à faire un choix dans vos responsabilités. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous ne pouvez pas laisser vos enfants dans un système qui ne fonctionne plus, où l'éducation ne fonctionne plus, etc. Donc, ce que je dis aux jeunes qui viennent me voir, il y en a beaucoup, je leur dis, écoutez, si vous n'êtes pas marié, etc., vous êtes prêts à vous bagarrer, vous restez. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous allez les élever à l'étranger, parce que vous ne pouvez pas leur imposer un choix qui peut ensuite limiter terriblement leur vie, quoi. C'est pas normal. Et puis, quand vous avez élevé vos enfants, vous pouvez revenir pour vous bagarrer, c'est ce que j'ai fait. Ce que vous faites, Charles Gars, ouais, c'est vraiment intéressant. Votre parcours est vraiment intéressant, puis on en apprend un petit peu tous les jours. On continuera tout à l'heure d'ailleurs, parce qu'on va se reconcentrer sur la France, mais d'abord parlons un peu des affaires mondiales, presque, j'ai envie de dire. Puisque ce qui est intéressant, c'est Guy de Lafortelle qui me le relevait, c'est que finalement les guerres, Ukraine et maintenant Israël-Iran, ne portent pas du tout atteinte aux finances, aux marchés financiers. Alors, oui, ça dépend, parce que les marchés financiers, vous avez deux animaux dedans. Vous avez ce que j'appelle les contrats, c'est-à-dire les obligations, et puis les propriétés, les actions. Il est tout à fait évident que ces guerres, plus les systèmes sociaux, plus les folies des gouvernements, a fait que les obligations vont aller à zéro. Elles valent rien. Elles ne sont jamais remboursées, enfin bref. Donc, si vous êtes un homme qui a un petit peu de biens, vous avez d'habitude un portefeuille, vous avez des actions et des obligations. Mais là, vous êtes obligé d'avoir 100% d'actions, parce que c'est à peu près 100% d'actions et de l'or, parce que c'est les deux choses qui survivront à l'effondrement de nos monnaies. Donc ça veut dire que c'est ce que j'appelle le portefeuille turc. Si la monnaie turque va à zéro, la seule chose que vous devez avoir en Turquie, c'est de l'or et des actions, parce que ça vaudra quelque chose à la sortie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est les seuls qui en sont sortis pendant les années 30, l'hyperinflation, enfin en Allemagne, c'était les gars qui avaient des Siemens et des Krupp, parce que ils ont souffert, mais à la sortie, ça retrouvait sa valeur, quoi. Donc, oui, les actions vont bien, mais les actions vont bien en grande partie parce que nos monnaies vont mal. Oui. C'est parce que les gens se disent, une action... si j'achète Air Liquide, ils ont Schneider, ils ont 5% de leur chiffre d'affaires en France. Si le franc français s'écroule, tout le monde s'en fout. Air Liquide vaut toujours quelque chose. On ne sait pas quoi, on aura du mal à le mesurer, mais ça vaudra quelque chose. Alors que votre obligation dans votre assurance vie, elle vaudra que dalle. Oui. Donc, si vous voulez, les marchés montent. C'est ce qu'on appelait autrefois sous la 4ème République une hausse de misère. C'est une jolie expression. Guy de Lafortelle. Ouais, moi, ce qui m'intéressait, parce que vous avez pas fait la totalité de ce que je vous ai soufflé. La totalité. C'est le début. Je vous remercie de me laisser. J'ai pas été une bonne étudiante, vous voyez. Mais bien sûr. Mais si. Non, d'ailleurs, c'est pas une étudiante du tout. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était que on parle beaucoup moins du Japon, sauf vous. Oui. Et que le Japon avait probablement plus d'impact en ce moment sur les marchés qu'une potentielle fermeture du détroit d'Ormuz. Alors, c'est difficile. Le Japon, il a un impact énorme aujourd'hui parce que sa monnaie est grotesquement sous-évaluée. Parce qu'il a suivi une politique monétaire encore plus débile que la nôtre. Donc, c'était difficile à faire, mais ils y sont arrivés. Et donc, aujourd'hui, vous pouvez dire qu'une Lexus de bonne qualité se vend aujourd'hui à 50% d'une Mercedes qui est à peu près la même chose. Quoi. Donc, la monnaie japonaise est grotesque. C'est-à-dire qu'elle exerce une pression déflationniste, en particulier sur l'Allemagne, mais qui est inimaginable. C'est-à-dire parce qu'ils font la même chose que les Allemands, c'est des ingénieurs aussi. Donc ils font de la chimie fine, ils font des produits, des céramiques, ils font de la chimie, ils font des bagnoles, ils font des machines-outils, ils font tout ça, quoi. Donc, aujourd'hui, non seulement l'Europe se trouve face à la Chine, qui est extraordinairement compétitive, qui a investi massivement dans l'industrie, mais en plus, on se paye le Japon. Alors, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que comme les États-Unis vont pas bien, il y a des tas de gens qui avaient beaucoup investi aux États-Unis, en Europe, qui vendent leurs actions américaines en se disant, ça n'a pas l'air d'aller très bien, et qui se disent, je vais rentrer mon pognon, et donc l'euro monte. Mais l'euro monte parce que les gens se disent, je vais rentrer en euro, puis ensuite je réfléchirai, quoi. Je vais voir ce que je vais faire après, quoi. Oui. Donc vous avez une espèce de hausse de l'euro qui est un signe de la perte de confiance des Européens sur les investissements qu'ils ont fait aux États-Unis. Donc on a un monde un peu bizarre. Une monnaie refuge, finalement.
C'est pas une monnaie refuge, vous êtes obligé parce que si vous êtes une compagnie d'assurance, vous êtes obligé d'avoir vos fonds en euros, quoi. Fonds. Donc, les gens se remettent en euros parce que c'est leur monnaie c'est leur monnaie dans laquelle ils ne perçoivent pas de risque, quoi. Ouais. Donc finalement, le risque aujourd'hui, il est plus du côté américain. Il est de l'américain. Il a été perçu pour être américain à partir du moment où Trump est allé dans ces histoires de droits de douane. Hein. Oui. Mais je n'ai pas l'impression qu'en Europe, vous avez les sociétés qui n'ont rien à voir avec l'Europe, justement Schneider, Air Liquide, etc. Ça, elles vont continuer à aller très bien. Mais les actions qui sont sur la consommation européenne, Carrefour, Auchan, ils ferment tout. Hein. Oui. Ils ferment leur un peu partout en France. Les Carrefour, ça ferme, les Auchan, ça ferme. C'est absolument effrayant, quand même. Oui. Donc les affaires domestiques sont plombées, elles font faillite. D'ailleurs, jamais la faillite aurait été aussi forte qu'en ce moment en France. C'est très intéressant ce que vous dites sur le Japon. C'est-à-dire que vous avez, pour moi, il y a un problème un peu similaire à celui de la Suisse, qui est que vous avez des pays qui sont extrêmement bien gérés, qui sont tellement bien gérés qu'ils attirent les capitaux de manière massive, ce qui les embête énormément, parce que du coup, comme ce sont des pays exportateurs, ça tuerait leurs exportations. La Suisse, ils sont plus malins que ça, mais... La BNS, c'est quand même une petite bombe à retardement. Non, pas vraiment. Ce qui me fait rigoler avec les Suisses, c'est que les gens veulent avoir des francs suisses, parce que c'est bien géré. Bon, ça, vous avez raison. Mais il y a ceux-là, comment ils les prennent, leurs banques suisses? Ils vont pas les mettre dans un compte en banque, parce que d'abord, ils n'ont pas le droit, etc. Donc, ils vont acheter des billets qu'ils vont mettre dans un coffre. Et donc, ce qu'il y a de poilant, c'est que la Suisse émet des billets et reçoit des dollars en échange. Et qu'est-ce qu'ils ont fait depuis 3-4 ans? C'est qu'ils ont pris ces dollars et qu'ils ont été achetés Amazon, Apple, etc. Et qu'aujourd'hui, la Banque nationale suisse a un portefeuille quasiment de 400 milliards de grandes valeurs américaines, qui sont des belles valeurs, et qui leur a rien coûté. Donc la Suisse s'est fait un fonds souverain, et ça lui a coûté 0. C'est quand même extraordinaire. Ces Suisses, ils sont malins. À force de malins, ils vont tous nous enfoncer. Donc, la Suisse empêche le franc suisse de monter en vendant des billets. Ils prennent le pognon, ils vont acheter Amazon. Ouais, bon, ils ont aussi beaucoup d'obligations en euros. Ils en ont plus, mais ils en achètent plus. Hein. Oui, mais ils en ont suffisamment. Ils en ont quelques-unes. Mais par exemple, ils achètent des obligations françaises, mais ils ont des déficits avec la France à cause des frontaliers. Donc, ils ont besoin de payer des euros aux frontaliers. Ouais. Donc, si vous voulez, la Suisse, pour moi, ils me font rigoler parce que c'est de loin les plus malins, quand même. Ah, mais pour revenir à la question, parce que moi, est-ce que c'est tenable très longtemps d'avoir comme ça, parce que effectivement, ils ont un fonds souverain avec la BNS. Bah oui, mais qui est aussi sensible aux variations, c'est-à-dire que. Qui est sensible aux variations, mais comme il leur a coûté 0, vous savez, si vous avez acheté quelque chose qui vous a coûté 0 et qui est à 400 et qui tombe à 200, finalement, vous dites, pas mon problème, quoi. Ils ont donné, et ce qu'il y a de marrant, c'est les billets qui sont mis dans les coffres, ils créent absolument aucune inflation, puisque c'est de la monnaie qui est là et qui bouge pas. La vélocité de cette monnaie, c'est 0. Donc ils créent de l'argent, mais les gens achètent le franc suisse, qui est un petit peu comme ils achètent le bitcoin, pour ne pas l'utiliser. C'est une réserve de valeur. Là, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Exactement. C'est la plus vieille loi en économie, c'est la loi des Gresham. Mais alors justement, puisque vous parlez de ce manque de confiance maintenant sur le dollar américain, lié aussi, j'imagine, aux dernières manœuvres de Donald Trump, j'aimerais entendre votre analyse. Là, il se passe beaucoup de choses quand même. Vous avez parlé des droits de douane et ce One Beautiful Bill. Est-ce que vous comprenez encore, et là on voit qu'il y a beaucoup de dissensions justement dans le mouvement trumpiste de départ. Alors moi j'avais beaucoup aimé le discours de notre ami Vance à Munich, où il avait dit tranquillement, les gars, on peut plus vous protéger, on n'a plus un rond, on est ruiné, donc on va faire la forteresse américaine. Donc je m'étais dit c'est jouable. Oui. Et donc ça a supposé que Musk continue à nettoyer les écuries d'Augias, etc. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur de ce gouvernement, mais quelque part vers avril, j'ai l'impression que les tenants de l'Empire américain l'ont emporté sur les tenants de la forteresse américaine. Et qu'il y a eu un basculement là de Trump qui est passé, on laisse pas tomber l'Empire américain, on le refait, on le fait plus fort. Pour le dire un peu vulgairement, pardon, mais en gros, c'est l'État profond qui a repris le pouvoir. Voilà.
C'est l'État confond, et à mon grand désespoir. Et pour l'instant, si vous voulez, j'attendais beaucoup qu'il y ait toute une série de salopards qui soient jugés. Pour l'instant, je vois arriver rien, ni nulle part, ni Epstein, ni personne, on sait rien, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien qui sort, quoi. Donc, oui, j'ai un petit moment de déception, là, je dois dire. Je me disais, enfin, on va... On est d'accord. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas le seul, parce que aux États-Unis, les déceptions, les séparations, entre guillemets, sont très importantes. On a vu Tucker Carlson qui avait désapprouvé en direct Donald Trump. À un moment donné, ils très alliés. Elon Musk, évidemment, on a tous suivi le divorce en direct. Et les accusations par réseau on n'entend plus Vance. C'est exactement ce que je disais, on l'entend plus. On l'entend plus, pour l'instant il est on l'a mis dans un coin, il lui a dit maintenant il dit plus rien. Donc il semble bien Tulsi Gabbard qui est en train d'être excommunié, enfin on lui dit donc il y avait beaucoup de gens et le seul qui continue à faire son boulot sans rien dire c'est Kennedy, mais sinon toute la partie démocrate qui venait du parti démocrate a été mise sur les libertariens, en fait. C'est pas les libertariens, c'était les gars qui pensent que le rôle du gouvernement, c'est pas de piller la population. C'était des démocrates de cœur, si vous voulez. C'était Kennedy, c'était Tulsi Gabbard, c'était des gens qui correspondaient à une gauche. Comment vous expliquez ce revirement de Donald Trump ? Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé ? Rien du tout. D'abord, je comprends pas. Mais la seule explication, c'est qu'il ait trouvé quelque chose sur lui qui le force à changer, quoi. C'est la seule explication logique que je peux trouver, c'est qu'ils aient découvert Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'est pas trouvé dans les 4-5 dernières années, parce que Dieu sait qu'ils ont cherché. Donc je me dis... Ou alors c'est il est forcément tenu par quelque chose. Il y a quelqu'un qui le coince quelque part. Et d'ailleurs, l'ancien chef de la CIA avait fait son truc en disant « Vous êtes condamné à mort, vous savez les coquillages sur la plage, là, et le message de la mafia, vous êtes... » Et il l'avait annoncé, donc quelque part qu'il fallait que Trump arrête de les emmerder, sans ça il était foutu. Il l'avait dit tranquillement à la télévision. Et donc, pardon, je sais que Guy voulait réagir, mais juste un dernier point sur ça. Qu'est-ce qui vous montre pour vous que Donald Trump a radicalement changé de politique, qu'il n'est plus le Donald Trump de l'annonce ? Le budget. De budget, si vous voulez, cette espèce de budget où d'un seul coup, Vance avait annoncé que le budget allait baisser de 80 milliards de dollars par an, le budget militaire. Et puis d'un seul coup, pop, on augmente 240, quoi. Donc, on se dit, mais déjà les États-Unis dépensent autant que les 10 autres pays mis tous ensemble dans le domaine militaire. Donc, on voit pas pourquoi ils ont besoin de dépenser encore tout ça. Mais donc, l'outil de corruption, c'est quand même, il y a deux budgets, c'est la défense et la santé. C'est là où tout l'État profond... oui. La santé, pour le moment, elle est à peu près épargnée. La santé, oui, mais on va voir ça, mais le vrai problème, c'est que Kennedy est en train d'essayer de détruire... Par exemple, les États-Unis sont le seul pays au monde avec la Nouvelle-Zélande, je crois, où les valeurs pharmaceutiques peuvent faire de la publicité à la télévision. Oui. Mais il va faire sauter ça. Ouais, il y a quelque chose de très paradoxal sur ce que fait Kennedy en ce moment. C'est-à-dire qu'à la fois, en même temps, il est éventuellement en train de faire tomber de la Big Pharma. D'un autre côté, ils sont en train aussi de faire baisser de manière drastique les fonds, les phases, les phases d'approbation de nouveaux médicaments. Donc, c'est pas totalement évident que l'action globale de Kennedy soit véritablement contre Big Pharma. Oui, mais Big Pharma, ça fait 40 ans qu'elle n'a pas sorti un nouveau médicament. Donc, si vous voulez, c'est peut-être une façon aussi d'empêcher la contrôle par les grandes sociétés du processus des médicaments. Il n'y a pas un grand médicament qui est sorti. Vous pouvez en parler avec Raoult. Il vous dit qu'on dépense un poignet noir, mais qu'on trouve jamais rien, quoi. Donc, c'est quand même... ça fait rien que ça fait 40 ans qu'on n'a pas trouvé un nouveau truc. C'est quand même extraordinaire. Mais par contre, le prix
des médicaments ne cessent d'augmenter. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas trouvé un nouveau truc, ça fait 40 ans qu'on repackage les mêmes molécules et qu'on les change un peu. Oui, mais c'est-à-dire que moi là-dessus, j'ai une interrogation, enfin vraiment neutre sur le sujet, qui est que éventuellement, effectivement, ça sert à rien et puis surtout que le NHS américain est lié, et pieds et poings liés avec les grands labos. Enfin, c'est les mêmes. Vous avez l'ancien commissionnaire qui est... Absolument, c'est le même, mais il faut... Donc, était lié. Oui, l'ancien, vous avez dit. L'ancien, c'est un mois après le commissionnaire de... le NHS en anglais, pardon. C'est l'FDA. Excusez-moi, c'est la FDA. L'ancien commissionnaire de la FDA, Scott... Bessette, non, je sais plus, il s'appelle Scott, mais j'ai oublié son nom de famille, pardon. Le mois après être sorti, c'est un mois après, c'est pas 2 ans, c'est pas 3 ans, c'est le mois suivant, il était au conseil d'administration de Pfizer. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet là-dessus. Mais bref, moi ce qui m'intéresse, c'est effectivement sur Trump, il y a une espèce de miroir entre son premier mandat et le deuxième. Premier mandat, il faisait pas la guerre, là, on a l'impression qu'il s'est devenu un va-t-en-guerre pas possible. Pour l'instant, il fait pas la guerre, c'est Israël qui va au charbon. Pour l'instant, il dit moi je suis pas. Donc pour l'instant, il maintient ça. Ça veut pas dire qu'il va pas les aider, mais pour l'instant, au moins ça, il a pas. Il a dit à Israël, vous pouvez y aller. Quoi. Oui. Mais il n'est pas sûr qu'il va leur livrer des bombes qui vont casser le truc. Non, disons que il a pas réussi à faire la paix en Ukraine qu'il voulait faire. Il a pas. Il y a peut-être Poutine n'a pas aidé non plus. Donc non, il n'était pas. Pour revenir sur la situation américaine, est-ce que au-delà sur je sais pas sur la manière dont ils ont fait, mais est-ce que d'une certaine manière, Trump n'est pas en train de défendre le modèle capitaliste américain jusqu'au bout, qui est un modèle de marché et qui est que dans une espèce de grande confrontation avec la Chine, qui justement s'est affranchie de ce marché, les Américains disent non, nous on veut absolument conserver le taux de profit de nos sociétés, on veut conserver les valorisations, et il y a un moment quand on arrive, les taux de valorisation sont tels actuellement que vous n'avez pas tellement d'autres moyens de conserver ces valorisations que de faire de l'impression à outrance, et l'impression à outrance, ça passe par du déficit à outrance. Oui, c'est possible, mais si vous voulez, vous pouvez dire, on peut renverser la proposition que vous venez de faire, c'est que les États-Unis sont un capitalisme de connivence qui existe maintenant. En quelque sorte, les grandes sociétés, comme on l'a vu avec les pharmaceutiques ou les grandes GAFA, ont pris le contrôle de l'État américain, et que leur but essentiel, c'est d'empêcher toute concurrence. Elles y arrivent très bien, merci, surtout les pharmaceutiques d'ailleurs. Alors qu'en Chine, que je connais bien quand même, le capitalisme règne en maître. Et que là, si vous ne m'arrachez pas, vous faites faillite. C'est-à-dire que les États-Unis, vous savez ce que me disait un de mes amis toujours, il disait le capitalisme sans faillite, c'est un peu comme l'Église catholique sans enfer. Ça attire assez peu de... Non, mais c'est hyper important, ça. C'est-à-dire que si on nettoie pas, mais la question essentielle, c'est en Chine, ça nettoie tout le temps. Ouais. Les types font faillite, disparaissent, il y a une concurrence effrénée, c'est absolument effrayant. Alors qu'aux États-Unis, ça nettoie plus. Et en Europe encore moins. Oui, enfin aussi, en France, on fait bien faillite. Enfin, mais c'est les petits qui font faillite. Ah oui, pardon. C'est les petits qui font faillite. Les gros, regardez par exemple, le gouvernement français a réussi à perdre 22 milliards d'euros sur EDF. Comment peut-on perdre 22 milliards d'euros sur EDF quand on est le producteur le moins cher du monde, quoi. Ça n'a pas été perdu pour tout le monde. Donc, les gros qui appartiennent à l'État, ils sont en faillite perpétuelle, mais le contrat qui vont à McKinsey sont considérables. Je veux dire, il y a une fuite, toutes ces pertes, c'est pas perdu pour tout le monde. Quoi. Donc, en fait, les États-Unis et l'Europe vivent dans des sociétés de capitalisme corrompu, comme jamais dans leur histoire. C'est les rubber barons, comme on disait. Mais ce qui se passe dans le système économique, c'est l'antithèse du libéralisme, quoi. Oui. Ah oui, les rubber barons, juste pour donner un peu de contexte, c'est à la fin du 19e siècle aux États-Unis, ce qu'on appelle aussi l'âge de plaqué or, pour reprendre l'expression de Mark Twain, où ça avait l'air d'être un âge doré, mais en fait derrière il y avait une pauvreté pas possible. Mais c'est moi la question, c'est-à-dire que mais il y a une pauvreté pas possible aux États-Unis aujourd'hui. Hein. Exactement. Et la question c'est comment, aujourd'hui, vous parlez d'État profond, on peut le dire autrement en disant qu'il y a les élites américaines ou européennes ou françaises non plus, moi j'aime beaucoup l'expression de la communauté de destin, qui est une expression de Philippe Séguin, ne font plus partie de la communauté de destin de la France, des États-Unis, de l'Europe, qu'ils ont fait bande à part. Et la question, est-ce que
il y a quelque chose qui a changé ou est-ce qu'en fait ça a toujours été comme ça? Non, ça a beaucoup changé. Qu'est-ce qui fait que ça a changé et comment est-ce qu'on fait pour pour corriger ça? Pour reprendre le pouvoir, c'est assez simple si vous voulez. C'est que nos sociétés, qu'on le veuille ou non, il y avait une idée de base, c'était que le souverain, c'était le peuple. C'était l'idée de base, c'est la dit numéro 1 de la Constitution. Enfin, c'était la base. C'est d'ailleurs ce que disait votre intervenant il y a 5 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que la classe dirigeante internationale, mondialiste, a décidé que c'était plus le peuple local qui allait être le souverain, ça allait être des tribunaux internationaux avec une loi internationale. Donc, tout le mouvement de l'Europe, etc., ça a été de créer des tribunaux et qui prenaient des décisions qui, dans la note où on faisait passer des lois et des traités, qui permettaient à ces gens d'être supérieurs à la souveraineté populaire. Par exemple, je me suis laissé dire que le Conseil constitutionnel en France a fait savoir aux gens qui comptent qu'il ne pouvait pas y avoir de référendum sur l'immigration, qu'ils n'accepteraient pas. Mais j'en ai rien à foutre, il faut les mettre en prison. Le peuple est souverain, s'il décide d'avoir un référendum sur l'immigration, il a un référendum sur l'immigration, mais il s'arroge le droit de dire le droit est supérieur aux gars qui sentent des pieds, là, le peuple. Donc, si vous voulez, cette histoire de droit international, les droits de l'homme, etc., qui deviennent supérieurs à la volonté des peuples, c'est contre ça que se battent Orban et tous ces gars-là. C'est exactement. Donc, et je crois aujourd'hui que aux États-Unis, Trump avait fait campagne en disant le souverain, c'est le peuple. Et puis il vient de tourner, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Je pense qu'on ne souligne pas assez. Moi, je voudrais faire référence à un ouvrage qui s'appelle Globaliste de Quinn Slobodian. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, dans lequel il revient sur le grand mouvement de dérégulation dont l'idée commence après la Deuxième Guerre mondiale véritablement et se met en pratique dans les années 80, avec notamment Thatcher et Reagan, qui dit, attendez, on n'a pas dérégulé, on a transféré la régulation. Et exactement comme vous dites, la régulation n'est plus faite au niveau souverain politique. On la fait à des niveaux internationaux où il y a pas lieu, où ça n'a pas lieu d'être, parce qu'ensuite ils sont tous corrompus. Il y a beaucoup plus de gars qui, vous savez, les gars qui sont auprès des politiques pour les conseiller là, à Bruxelles, de lobbyistes qu'il n'y a de députés européens. Donc, mais beaucoup plus, il y en a 3-4 fois plus. Donc aujourd'hui, on voit très bien que le but des grandes sociétés, c'est d'avoir des lobbyistes qui prennent des régulations qui vont empêcher la concurrence des petites sociétés. Parce que le but des grandes sociétés, et je le vois très bien dans le domaine financier, c'est qu'aujourd'hui, la régulation dans le domaine financier est complètement affolante. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Et ce qui se passe, ce qui est très marrant, c'est que du coup, les seuls qui peuvent se payer des avocats à l'intérieur de la société pour suivre toutes ces régulations, c'est les grosses banques. Mais le petit gérant, lui, il ne peut pas avoir 40 avocats parce que ça coûte un maximum. Bien sûr. Et donc, on voit très bien qu'il y a un désir profond de faire monter les grandes sociétés qui échappent aux droits nationaux. Donc, l'idée de base de tous ces globalistes, c'est la mort du droit, de tuer le droit national pour le remplacer par un droit que eux contrôlent. De tuer les enracinés. Tuer les enracinés. Ce que vous dites c'est terrible parce qu'en fait, tous les petits, on a un premier entretien dans Toxin à chaque fois qui s'appelle le sonneur où on essaie de donner la parole aux gens de terrain. C'est effrayant. Un jour c'est un pêcheur, l'autre jour c'est un agriculteur, l'autre jour c'est et un entrepreneur, un maire local, à chaque fois la même conclusion, c'est-à-dire nous sommes tués par ces règles, ces normes, ces nouvelles lois. On ne peut plus travailler. Là, c'était le chalutier traditionnel, donc petite taille, qui va être interdit. Mais le chalutier industriel, lui, peut continuer parce qu'il sait détourner. Et puis il appartient à des grands groupes. Et puis surtout, il a le droit d'utiliser ces filets qui grattent le fond, là, qui tuent la vie et tout. Et eux ont le droit de continuer, mais on marche sur la tête. Et c'est ça tous les jours. Et donc, c'est pour ça que la seule solution pour s'en sortir, c'est de retourner au niveau local, c'est-à-dire d'interdire. C'est-à-dire que le principe de base de l'Europe au départ, c'était la subsidiarité. C'est-à-dire que tout ce qui peut être fait au niveau local est fait au niveau local, et puis le reste, petit à petit. Ils n'ont pas envie de rendre ses pouvoirs. Parce que comme vous l'avez signifié, sans rien faire, ils récupèrent les bénéfices. Et à ce moment-là, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est comme ils ne vivent comme ils ne créent pas de valeur, ils vivent en émettant de la dette. Oui. Et le jour où ils ne pourront plus émettre de dette, on s'écroulera comme l'Union soviétique. C'était la même chose dans l'Union soviétique. Donc aujourd'hui, on est en train de recréer l'Union soviétique. Le paradoxe, c'est que le communisme ayant perdu, ceux qui ont été au pouvoir, qui ont pris le pouvoir ensuite, se sont dit
Ils n'ont pas perdu parce qu'ils étaient nuls ou parce que le communisme ça marche pas. Ils ont perdu parce qu'ils étaient des mauvais fonctionnaires. Donc on est plus intelligent qu'eux, on va réussir. Mais ils suivent exactement le même et ils vont échouer pareil. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui. Mais on va s'appauvrir. Hein. Ouais. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, on sera libre. J'avais un professeur d'histoire qui dit toujours la seule chose qui est pire que le communisme, c'est l'après-communisme. Mais remarquez, vous voyez que le seul pays qui résiste, c'est les anciens pays communistes qui savent ce que c'est que de perdre sa souveraineté. Hein. Là, ils le savent très bien. Hein. On l'a vu en Roumanie, ils sont très éclairés, et on le voit dans le discours de Solzhenitsyn. On le voit chez Orban, on le voit chez les Italiens, on le voit chez... Je sais pas si vous avez vu, en Italie, il y a eu deux référendums globalistes qui ont essayé de passer la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il n'y a même pas 20% des gens qui ont été votés, donc ils ont été refusés. Donc la seule solution, c'est le référendum d'initiative populaire pour redonner la parole aux souverains. Oui, et mais ça encore une fois, je reviens dans votre histoire, ça va pas venir de chez nous, ça va pas venir du pouvoir parce qu'ils vont nous le refuser, donc ça va venir du fait qu'on nous bloque la possibilité d'émettre la dette, et ça va arriver quand, à votre avis? À quel moment je ne sais pas, mais si vous voulez, aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres, quelqu'un comme la France va avoir besoin, je sais pas, peut-être vous pouvez me corriger, mais au moins de 400 milliards cette année. Quoi. Oui, qui va prêter 400 milliards à la France? Oui, mais avec l'allure où l'économie se viande, ça va être plutôt 400. Donc, si vous voulez, c'est quand ils se heurtent. En réalité, si vous voulez, ces gens-là confondent la création de valeur et la création de monnaie. Donc, ils pensent qu'en créant de la monnaie, ils vont régler le problème. Mais ce qu'il faut, le capitalisme, c'est de la création de valeur. Mais qui va bloquer? Qui va dire stop? Puisque... quand il n'y aura plus d'argent dans les caisses. Il y en a déjà plus, mais quand le Qatar et les autres pays... Non, ça va se passer de façon très simple. C'est que vous avez toute la région autour de Hong Kong, qui s'appelle le cercle de Valérie Pieris, là, qui est une immense... Qui fait un rayon de 3000 km autour de Hong Kong. Ça, c'est pour les étudiants de Charles Gave de l'Université de Paris. Voilà, Valérie Pieris. Il y a plus de la moitié de la population mondiale, 60% ou 65% de la croissance mondiale depuis 5 ans, et surtout... à peu près 100% de l'épargne mondiale. Donc ces gars-là vont se développer comme des fous parce que maintenant ils peuvent payer leur pétrole dans leur propre monnaie, ce qui est un grand changement. Donc ils vont faire des investissements monstrueux pour d'infrastructures dont qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils étaient mercantilistes pour avoir des dollars pour acheter leur pétrole. Et donc c'est eux qui achetaient ils avaient acheté 5 000 milliards de dollars de notre dette depuis 10 ans. Ils n'ont plus besoin d'acheter de la dette qui vaut rien. Donc ils vont arrêter de leur dette et ils vont faire des ponts chez eux. Et à ce moment-là, parce que les ponts chez eux, ça leur rapporte du 20%, alors que leur dette, elle leur rapporte 0. Donc, automatiquement, l'épargne du monde aujourd'hui, qui nous a soutenus depuis 15 ans, elle venait d'Asie, et c'est fini. Mais c'est pour ça que je vous parlais du Japon au départ. Alors, effectivement, il y a toute l'Asie derrière, ce qui veut dire que... Parce que quand les créanciers se barrent, bon, il reste qu'une chose, c'est l'impression monétaire. Il reste l'effondrement de la monnaie. Oui, c'est ça, l'effondrement de la monnaie. Mais alors, l'effondrement de la monnaie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a deux manières de faire ça. Soit, effectivement, on a une espèce d'événement à la Weimar en 1922, où on a une crise des pairs. Ce qui s'est passé, vous aurez une crise asiatique à l'envers. C'est-à-dire que quand il y a eu la crise asiatique, parce qu'ils faisaient des bêtises à la fin du siècle précédent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas eu d'inflation, mais leur taux de change ont baissé de 80%. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, c'est les Thaïs qui vont venir dans la Creuse, parce que ce sera beaucoup moins cher qu'en Thaïlande, quoi. C'est-à-dire que on ne pourra plus rien acheter. Vous savez, le niveau de vie français, c'est quoi? C'est ce qu'on gagne, plus ce qu'on emprunte. À partir du moment où on ne pourra plus emprunter, le niveau de vie il va être à ce qu'on gagne, moins ce qu'on doit rembourser. Ouais, la question, c'est combien de temps il faut pour qu'on se remette à travailler, parce qu'on a un peu oublié ce que c'était. C'était le moment où, vous savez, si la retraite... pas tout le monde, hein. Pas tout le monde, il y en a tout un tas qui bossent. Non, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a une minorité qui travaille comme des dingues pour compenser la majorité. Absolument, mais ce que vous avez aujourd'hui, c'est que vous avez un nombre de passagers clandestins absolument gigantesque. Mais quand il n'y a plus rien à partager, le passager clandestin, il retourne dans son pays. Parce qu'il y vivra mieux. Parce que là, on ne pourra plus le payer. Donc la réimmigration, vous inquiétez pas, elle arrive. Ils vont tous aller vivre en Algérie, parce qu'en Algérie, ça sera le bonheur. Ah bah oui. Donc je ne me fais pas trop de soucis. Dès le moment où on ne pourra plus payer... Vous savez ce que disait ce brave Milton Friedman? Il disait, si vous payez les gens, ne rien foutre. Et si vous taxez ceux qui bossent, il ne faut pas vous étonner si le chômage augmente. Bah oui. C'est imbattable. Nous, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans. Taxer ceux qui bossent et payer ceux qui ne foutaient rien. Oui. Par exemple, j'ai vu que la fonction publique avait encore augmenté, je ne sais plus, 60 000 personnes l'an dernier. C'est magnifique, ça. 60 000 personnes l'an dernier, donc. Mais qu'est-ce qu'ils font?
Mais en plus... Ouais. En tout cas, ils sont pas dans le service public qui, lui, déserte les campagnes, etc. Donc c'est vrai que... Où sont-ils? Non, mais moi, je sais ce qu'ils font en plus, parce qu'on le voit très bien. Ils embêtent les autres. Quand on voit... on voit très bien l'espèce de surcharge administrative. J'arrête pas de répéter ça, mais le mot d'avoir signé un bail de 140 pages pour les locaux dans lesquels on est là, mais c'est en permanence, c'est partout. C'est le pêcheur, c'est le machin. C'est le paysan. Le paysan gascon, là, il passe la moitié de son temps à remplir des papiers pour toucher de subventions pour ne pas produire. Oui, c'est hallucinant. C'est quand même, il faut avoir ça, quoi. Je précise tout de suite, juste parce que ce soit clair pour tout le monde, on n'est pas en train de porter une accusation sur l'ensemble des fonctionnaires. On connaît les fonctionnaires de terrain, justement, de l'hôpital, qui sont mis sous pression de... Alors, parlons... Attendez, il y a fonctionnaires à l'hôpital. Oui, justement, c'est pour ça que je parle de l'hôpital, parlons-en, parce que des profs qui, quand j'étais jeune à l'hôpital, c'était géré par le maire, le patron de la CGT et le grand médecin local, les trois, et les frais d'administration, c'était à peu près 5%. Aujourd'hui, c'est contrôlé par Paris, qui est contrôlé Toulouse, qui contrôle Paris, qui contrôle Auch, contrôle les ARS. Dans le dossier, il y a aujourd'hui 35 ou 40%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de fonctionnaires de contrôle. Donc, on est arrivé à ce truc extraordinaire, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de fonctionnaires, de moins en moins de médecins, et le but, c'est qu'il n'y a plus de malades non plus, quoi, parce qu'on a fait l'euthanasie maintenant. Donc, ça, on pourra liquider les pratiques. Oui, et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en plus, il y a de plus en plus de fonctionnaires pour gérer un vrai problème qui est celui des lits, parce que moi, je le vois, c'est-à-dire qu'il faut réussir quand vous avez un patient en urgence et qu'il faut absolument lui trouver un lit. Du coup, les médecins passent la moitié de leur temps à passer des coups de fil pour savoir quel hôpital va pouvoir prendre en urgence pour opérer en urgence son patient, et ils passent la moitié de leur temps à trouver des lits et à essayer de gérer. Et s'ils doivent donner du Doliprane, ils doivent remplir des papiers. Parce que parlez-en des patrons de la médecine, autrefois il y avait une gentille corruption qui se passait localement, si vous voulez, mais c'était tandis que maintenant c'est devenu, il y a plus de corruption, mais il y a une corruption institutionnelle des gens qui foutent rien et qui servent à rien, et c'est pas des fonctionnaires, si vous voulez, c'est des complices d'un État obèse. C'est-à-dire que moi, j'ai rien contre l'institutrice de base, elle fait son boulot, la pauvre. Hein. Non, mais oui, elle fait plus que son boulot, même. Les temps sont durs. Les temps sont durs pour l'école, les temps sont durs pour les soignants, les temps sont durs pour ceux qui sont encore sur le terrain. Il y en a de moins en moins, d'ailleurs. Mais c'est affreux. Donc, on voit très bien qu'on a... C'est-à-dire, ce qui se passe aussi dans notre monde, c'est qu'il y a eu l'émergence des ONG. C'est-à-dire que vous avez maintenant des immenses groupes qui ont été créés, à qui on donne une subvention une fois, l'ONG pour aller chercher les gens dans la Méditerranée ou j'en sais rien, et qu'on reconduit chaque année. Et il n'y a jamais un audit. Et donc vous l'avez très bien vu avec USAID, que vous aviez des milliards de dollars qui étaient donnés à Soros pour faire des émeutes en Californie, quoi. C'est quand même bizarre, quoi. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui est arrivé à nos sociétés pour qu'il y ait cette excroissance de quasi-fonctionnaires payés par des subventions, par des impôts, et qui font des trucs qui sont contre l'intérêt général tel qu'il est perçu par la population. Ouais. Donc toutes ces ONG, ils devraient être audités et fermés. Ouais. Il y a, paraît-il, en France, 1400 hautes autorités, grands conseils. Haute autorité, grand conseil, tout ça devrait être fermé nos matins. 130 milliards d'après. Il y a une alternative à l'effondrement, c'est la grande glaciation. Un truc un peu à la soviétique d'ailleurs, où je pense à l'euro numérique, à l'organisation de la pénurie. Ils peuvent augmenter le contrôle, bien sûr. L'euro numérique, c'est une tentative de contrôle. Mais plus vous contrôlez, moins les gens bougent. Ah oui. Regardez, le but de tous ces gens-là, quand même, comme vous le regardez, c'est d'empêcher le peuple de bouger. Ils veulent retourner. Il faut attacher le paysan à la glèbe, quoi. Il n'a plus le droit de bouger. Il n'a pas le droit de venir à Paris parce qu'il a une voiture qui pue. Je veux dire, n'importe quoi, quoi. Donc maintenant, la seule chose qu'il faut, c'est les riches, les puissants ont le droit de bouger. Les petits, ils restent chez eux et ils emmerdent personne, quoi. Et surtout, ils sentent mauvais. Bref, on ne veut pas le voir. Ils vont pas à l'île de Ré, ils vont nulle part. Et Charles Gave, la dernière fois qu'on avait discuté avec vous, je me rappelle d'ailleurs, et encore maintenant j'ai l'impression que vous êtes malgré tout optimiste, et votre note d'optimisme venait notamment de ce qui pouvait arriver aux États-Unis et de ce qui Alors venait là, de ça Donald m'embête, Trump. ça n'arrive plus. Voilà, donc là j'ai l'impression que vous misez plutôt sur les pays asiatiques qui finalement... je dis, c'est les pays asiatiques, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir... Vous savez, quand ils vont se mettre à se parler les uns aux autres aujourd'hui, donc si Pékin se met à parler à Delhi, il faut faire une ligne de communication. Puis si vous mettez Moscou, il faut 3 lignes de communication. Puis si vous mettez, je sais pas quoi, Vientiane, il en faut une 4e. Et puis si vous mettez N,
le pays qui veulent se parler aux autres, il faut faire n facteur de n-1 divisé par 2, ligne de communication. Donc, aujourd'hui, vous avez 0 vol entre Pékin et Delhi. Le futur appartient à ce que j'appelle le triangle du futur, c'est-à-dire Moscou, Pékin, Delhi. C'est là où tout va se passer, puisque maintenant, Moscou fait partir toutes ses matières premières vers Delhi. Ils ont ouvert toutes les voies de communication, et ces gens-là ne les payent pas en dollars, mais les payent en monnaie locale. Donc, il va y avoir un boom dans l'océan Indien inimaginable. Eh bien, tous ces gens-là vont se retrouver... d'abord, ils se serviront par des dollars, et surtout, ils vont mettre leur épargne chez eux. Donc, nous, on ne va plus avoir d'épargne. Et, comme je vous disais, niveau de vie égal, mon travail plus que j'emprunte, ça va être mon travail. Je ne pourrai plus emprunter parce que les taux sont trop élevés. Les taux d'intérêt vont beaucoup monter. Donc, c'est les marchés financiers qui vont... Écouler. Enfin, les marchés financiers qui vont commencer à payer l'épargne comme il faut. Et comme l'épargne, comme le gouvernement est en faillite, si vous augmentez les taux d'intérêt de 3%, l'État français saute de main, quoi. C'est tout. Il faut juste survivre jusqu'à là, quoi. Parce qu'en attendant, c'est nous qui sommes en faillite. En attendant, au niveau individuel, oui, mais là, vous pouvez... C'est là où, justement, il faut faire des tas d'efforts. Il faut s'abonner à l'université de l'épargne pour gérer le peu d'épargne que vous avez. Mais ça fait des écarts, ouais. Ça fait des gros écarts. Hein. Ça fait des gros écarts. Si vous gérez votre épargne comme il faut, c'est fou ce que ça peut faire un écart important, quoi. Ces gens discutaient avec un ami, justement, un étudiant. Un étudiant, lui, c'était bourré de Total, ce qui est une très belle valeur. Dont les plus gros actionnaires, d'ailleurs, sont les gens qui travaillent chez Total. Donc, il vous donne du 7%. Il était très, très content chaque fois qu'il recevait son dividende de 7% qui augmentait tout le temps. Et depuis des années, et il disait, c'est mieux que la Sécu. Bah oui. Bah oui, donc si vous voulez, je comprends pas pourquoi tous les gens qui gueulent contre Air Liquide, contre LVMH, ils achètent les actions et ils profiteront des talents de ces boîtes qui sont remarquables, alors qu'ils font confiance à... Ce qui me fait marrer avec les Français, c'est qu'ils disent la retraite, ça va pas du tout, il faut que l'État s'en occupe. Mais je leur dis, mais racontez-moi un seul truc dont l'État s'est occupé depuis 50 ans qui a marché. Oui. Si vous vous en occupez pas, vous allez être très très pauvre. C'est donc, encore une fois, il n'y a pas de solution collective. C'est à vous, individuellement, de vous prendre en main. De vous prendre en main et de vous dépatouiller pour essayer de contrer cette espèce de monstre qui nous fait tous crever, quoi. Oui, d'une certaine manière, c'est de la subsidiarité naturelle. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez suffisamment de gens qui se prennent en main et qui arrivent à faire bloc, à ce moment-là, on fait changer les choses. Ben voilà. Mais à ce moment-là, vous pouvez élire un maire qui fait un bon boulot. Puis ensuite, donc... Alors, vous avez l'université de l'épargne, je dis ça pour nos auditeurs qui veulent le savoir, mais vous avez le livre aussi qui est quand même très bien fait. Le livre, je l'ai fait pour que les gens n'aient pas besoin de s'abonner. Oui, je suis un peu couillon. Non, parce que moi, le livre m'a donné envie de m'abonner, vous voyez. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas le temps de suivre tout le temps l'université, et le livre est très bien fait. Pas pour autant que j'ai encore passé mon épargne, mais bon. Ça... Mais imaginez que votre affaire commence à continuer à se développer, ce que je vous souhaite et que je pense va arriver. Ben, vous aurez des profits. Oui. Et à ce moment-là, vous aurez à investir ces profits. Donc, si vous êtes entrepreneur, c'est bien dans l'idée, un jour ou l'autre, que vous allez peut-être gagner de l'argent. C'est ce qui m'est arrivé à moi, donc je vous en parle. Voilà. Là, l'idée, c'est de les réinvestir, les profits. Ben, vous pouvez les réinvestir dans la boîte. Oui, c'est l'idée pour le moment. Oh, ben, bien sûr. Pendant un moment. Et c'est pendant un moment. Et à ce moment-là, vous avez deux choses dans la finance. Vous avez devenir riche ou rester riche. Vous êtes dans la phase, je veux devenir riche. Donc vous réinvestissez tout dans votre firme. On est dans la phase, on veut devenir indépendant et on veut devenir suffisamment gros pour pas se faire emmerder. Ben, c'est-à-dire que vous voulez avoir ce que les Américains appellent le fuck you money. Ouais. Je l'aurais pas phrasé comme ça, mais... c'est ce qu'ils disent de façon assez... en tout cas, de pouvoir... de pouvoir dire, écoutez, je vous emmerde, je fais ce que je veux, je suis chez moi, c'est moi. De toute manière... Donc le but essentiel de l'entrepreneur, c'est d'être libre, indépendant, de faire ce qu'il veut. Et une fois qu'il y est arrivé, si par hasard ça marche très bien... C'est le modèle de Tocsin, oui, exactement. Et s'il y est arrivé, à un moment ou à un autre, il va dégager suffisamment d'argent pour essayer de rester riche. Et à ce moment-là, c'est pas du tout la même gestion. À la place d'être complètement concentré, vous devez avoir un portefeuille très diversifié, mais diversifié intelligemment. Donc il y a la période où il faut devenir riche, et puis une fois que vous l'avez atteint, il y a la période rester riche. Oui, alors, on n'a pas construit Tocsin pour un enrichissement personnel. Je me suis jamais intéressé à l'argent. Moi, j'en ai gagné, mais absolument par hasard.
En tout cas, Là, merci. j'en étais très content. Merci beaucoup, Charles Gave. Donc, je rappelle, fondateur de l'Université de l'Épargne, auteur de ce livre, Cessez de vous faire avoir, occupez-vous de votre épargne. Édition Pierre de Taillac, et évidemment fondateur de l'Institut des libertés qu'on ne perd pas. Et vous pouvez rester avec nous, chers amis. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.